Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Quoique, qui sait, c'est peut-être l'agent secret du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Louis. Non. Pas assez discret pour ça. Bonjour Clémence. Alors, vous avez peut-être un article, un dossier spécial à mettre en avant dans le Figaro Magazine ? Oui, pour le prochain week-end, nous aurons un gros dossier sur le business des migrants, qui est susceptible d'intéresser nos auditeurs. Ah oui. C'est-à-dire... on avait déjà un petit peu parlé ensemble avec... On avait parlé un peu, oui. C'est un éclairage, en fait, sur tous ceux qui profitent de... les passeurs, notamment. Alors, les passeurs, les logeurs aussi, éventuellement certaines associations. Oui, voilà, très intéressant, à suivre. À suivre, merci beaucoup Jean-Louis Tremblay. On se tourne tous les deux vers notre invité du jour. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Pierre Martinet. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes ancien sous-officier instructeur parachutiste, sergent-chef, ancien agent du service action de la DGSE, et puis, j'ai envie de rajouter, aventurier des temps modernes, hein, une fois avec l'uniforme militaire, et puis d'autres moments avec cette casquette d'une société de sécurité, dont on va parler dans quelques instants. Vous présentez ce livre, Prise en otage, un agent du service action raconte, donc aux éditions Mareuil. Et vous commencez le livre, comme tout agent du service action, j'imagine, dans l'action. En plein dans l'action, vous avez la tête dans le sable, allongé le nez dans ce sable sale de Libye, et vous êtes pris en otage avec votre coéquipier du moment, Pierre Mardiali, en plein cœur de Libye. On est le 11 mai 2011. Alors pouvez-vous nous raconter d'abord ce qui s'est passé à ce moment-là, avant qu'on prenne du recul et qu'on tente de comprendre d'abord et le principe de cette société de sécurité, et puis ce que vous aviez fait avant? D'accord. Le 11 mai 2011, aux alentours de 23h30, minuit à peu près, on a été arrêté, stoppé par une katiba islamiste à Benghazi, avec de nombreux combattants, entre guillemets, cagoulés, armés de Kalachnikov entre ICAM, un pick-up sur lequel était logé une 14.5 de bitube, un bitube 14.5. C'est une mitrailleuse soviétique, une grosse mitrailleuse. Et donc, on nous a jetés au sol violemment et je me suis retrouvé allongé, comme vous le disiez, dans un sable sale dans une rue sombre de Benghazi avec Pierre Marziali à mes côtés. Et quelques secondes où instantanément, il a pris une balle dans le dos, lui, et il a été tué sur le coup, a priori, quoi. Oui. Enfin, sur le coup, en tout cas dans le livre, vous ne comprenez pas forcément qu'il a été tué sur le coup, mais vous comprenez que c'est très grave en tout cas. Oui, parce qu'il me dit j'en ai pris une ou je suis touché, je sais plus exactement ce qu'il me dit, je crois qu'il me dit je suis touché, et il est parti tout de suite dans des râles. Donc j'en ai déduit instantanément que c'était grave, et c'est pour ça qu'on leur a gueulé de l'amener à l'hôpital. Docteur, crié, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Non, d'après eux, il est mort à l'hôpital de Benghazi, mais bon, après, on peut refaire l'action. Quoi. Oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce que vous faisiez, vous, à ce moment-là, en Libye. Je tiens à préciser qu'on est quand même dans le contexte du printemps arabe, hein, qui a commencé en Tunisie, mais qui s'est propagé partout jusqu'à la Libye un peu plus tard. Et là, vous n'aviez pas l'uniforme de militaire. Hein. Pas du tout, j'étais parti déjà depuis quelques années, depuis 4-5 ans. 4-5 ans. Un peu plus même. Vous vous ennuyez, il faut le dire. J'étais dans une structure tout à fait conventionnelle, comme directeur technique. Je gérais des personnels, j'avais restructuré des services, c'était assez marrant. J'ai remis un peu d'ordre dans ces services-là, à la mode un peu militaire, c'est-à-dire que j'ai restructuré des gens, je leur ai donné un peu envie d'être là, d'être fiers de ce qu'ils faisaient, par des séminaires de cohésion, on faisait pas mal de sport de combat, de VTT dans la boue, de courses de l'entretien, et tout le monde a adhéré à ça. Hein. C'est étonnant de voir que l'être humain, qu'il soit en treillis, en survêtement ou en costard-cravate, il adhère à tous ces jeux-là. Et ensuite, effectivement, je m'ennuie un peu. Une fois que tout était restructuré, je passais mon temps à regarder des tableaux Excel et des master plans. Et puis un jour, j'ai regardé mon planning annuel qui était déplié sur mon bureau. Et il y avait toute l'année qui était planifiée déjà. Alors, parlez bien dans le micro. Toute l'année qui était planifiée. Et je me suis dit, putain, non, c'est pas moi, quoi. Ouais. Donc, moi, je veux pas planifier toute mon année. Je veux planifier à la limite une journée, deux, mais pas l'année, quoi. Donc, j'ai passé des coups de fil à mes camarades qui avaient des sociétés militaires privées, qui avaient aussi des emplois dans des sociétés anglaises, américaines, qui faisaient encore des missions sur le piratage
maritime, il y en avait encore un peu. Il y a qui faisait aussi de la sécurité ou du security manager pour les structures anglaises à l'étranger, comme au Yémen à l'époque, etc., etc. Et puis Pierre Marziali m'a dit, écoute... C'était un ancien... Alors Pierre Marziali, c'est un ancien du 3e RPIMA que je connais depuis 1982. Hein, on se connaissait. On était au Liban ensemble, on était dans la même compagnie, on s'est jamais quitté de vue dans ces régiments-là, et ensuite on s'est même retrouvés dans la même section, chef de groupe tous les deux, sous-officiers chef de groupe, pour former des jeunes et partir avec eux en intervention quelques mois plus tard. Donc c'était plus qu'un ami, hein, c'était un frangin, c'était un vrai frère. Donc, même après, lui, si vous voulez, c'est en étant encore au 3e RPIMA, donc à Carcassonne, il avait eu cette idée de monter cette société, Secopex. Lui, il voulait monter une société militaire privée. Hein, en France, c'est tabou. Mais on va en parler. Il voulait monter cette société-là et s'appelait Société Militaire Privée. D'ailleurs, c'était la première et la seule et l'unique. Hein. Et donc, il m'a dit, écoute, je te rappelle dans quelques temps, j'ai peut-être quelque chose pour toi et on voit ce qu'on peut faire. Donc, il me rappelle quelques temps après et il me dit, est-ce que tu peux venir à Carcassonne ? Je vais pas te parler de ça par téléphone. Donc, j'étais à Paris encore. Ouais, j'étais à Paris. Donc, je suis allé à Carcassonne, passer quelques jours et il m'a proposé donc de s'infiltrer à Benghazi. Enfin, s'infiltrer, c'est un bien grand mot puisqu'on est rentré à Benghazi tout à fait légalement. Pour officiellement... Oui, d'ailleurs, vous le dites, vous êtes rentré avec vos propres papiers. Là. Ah oui, bien sûr, tout à fait. On était dans une société militaire privée avec des cartes de visite, avec des plaquettes commerciales. Oui, alors vous aviez plusieurs... Vous jouiez, d'ailleurs, vous l'expliquez très bien, un jeu à plusieurs bandes. Oui, on joue un billard à 3 bandes, d'ailleurs. Et il avait un client américain. Le seul et unique client qu'il avait, c'était un gros client américain. Et il m'a demandé d'abord de diriger la mission Benghazi avec 2 autres personnes pour présenter la structure au Conseil national de transition officiellement, avec des propositions de services, de défense, également aussi d'ouvrir un couloir sécuritaire entre Le Caire et Benghazi pour des businessmen, pour des journalistes, etc., etc. Mais en fait, il m'a dit, c'est pas exactement pour ça que je te fais venir, quoi. Donc, je te fais venir pour tes compétences de renseignement dans ton ancienne maison, et parce qu'on veut également prouver que derrière cette jolie révolution pour la liberté, il y a autre chose. Et il y avait effectivement autre chose, puisque la première mesure du CNT, je le rappelle, c'était d'instaurer la charia. Donc, comme liberté, c'est pas génial. Alors, juste pour que les choses soient très claires pour nos auditeurs, donc on le répète, vous partez, vous avez finalement une couverture, on va dire comme ça. Oui, c'est une couverture. Donc, une vraie couverture. Oui, vous avez même plusieurs en fait. Vous jouez, vous avez votre client, vous faites sur place donc entreprise de sécurité. Vous proposez de vous rapprocher finalement du Conseil national de transition pour lui proposer des services de sécurité, en fait, qui permettraient en fait de l'approcher pour l'espionner. Exactement. Si on dit les choses vulgairement. Ouais. Et il y avait ce que je raconte dans le livre. Donc là, je vais peut-être pas le raconter dans les détails parce que ça serait un peu plus long. Je raconte dans le livre qu'il avait une autre mission, c'était d'approcher Kadhafi pour aussi donner de l'information de Tripoli. Quoi. Ouais, et il avait les moyens de l'approcher grâce à un réseau. Oui, tout à fait. De Touareg. Jean-Louis Tremblay. Oui, pour bien comprendre ce qui est arrivé à Pierre Martinet, nous sommes donc au mois de mai 2011. C'est tout début de la contagion du printemps arabe en Libye. Kadhafi est toujours vivant à ce moment-là. Et donc le CNT dont vous parlez, c'est le Conseil national de transition. C'est donc la structure qui a été mise en place par ceux qui sont passés dans l'insurrection et qui veulent renverser le régime de Kadhafi. Donc déjà, c'est le début du chaos qui est d'ailleurs qui existe toujours. Qui peuvent terminer, 10 ans plus tard. Loin d'être terminé. Et voilà. Et ce CNT qui, au départ, évidemment, soutenu par tous les bobos gogos d'Occident, parce que anti-Kadhafi, s'avère très très rapidement infiltré par les frères musulmans et les salafistes. Voilà. Donc, les islamistes, pour faire court. Mais ça, je pense que Pierre Martinet nous l'a expliqué, puisqu'il a eu des interrogatoires quand même serrés et malgré tout des échanges avec ses ravisseurs. Mais en fait, ils n'ont même pas été infiltrés par des islamistes, ils étaient islamistes. Le responsable de la Katiba qui m'a enlevé, la Katiba islamiste, son frère était un éminent frère musulman, protégé par le Qatar et vivant au Qatar. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu l'histoire qui se répète en permanence avec l'Occident et avec l'Europe, c'est qu'on soutient toujours
en apparence les bons, mais en fait ces bons-là, ils sont encore pires que ceux qu'on voulait faire tomber. Donc ce qui s'est passé en Libye... Vous voulez faire référence à quelle actualité? Toutes les actualités, même celle-ci. On voit que ce qu'on veut voir, quoi, en fait. Moi, je fais référence bien évidemment au conflit ukrainien. Et dans le conflit ukrainien, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a les zones grises. C'est le principe des conflits, c'est le principe de la géopolitique. Et il faut voir un petit peu plus loin que ce qu'on veut voir. Moi, je veux bien que... Mais peut-être également que les États ont intérêt à voir ou à nous faire voir seulement certains éléments. C'est le principe de la manipulation de masse. Et effectivement, les printemps arabes, c'est une vaste fumisterie parce que une fois rentré, je fais une anecdote rapide, une fois rentré de Libye, je vais à une conférence sur les printemps arabes et il y avait un éminent professeur d'université dont je tairai le nom aujourd'hui. Si je vais le dire, c'est Fiyu, je crois. Je connaissais plus son prénom. Qui vantait les mérites de la révolution arabe, des printemps arabes, etc., la liberté. Et dans l'auditoire, ça tombait bien, il y avait un ancien chef de poste de la DGSE qui avait travaillé pratiquement toute sa carrière au Maghreb, qui connaissait parfaitement le sujet, qui avait encore des relations étroites avec des gens de là-bas. Il s'est levé, il leur a dit, mais attention, les prochaines élections, c'est pas dit que les islamistes ne passent pas. Et là je me rappellerai toujours de cette phrase, parce que elle m'a fait rire intérieurement, c'est qu'il disait, vous croyez vraiment que ces gens ont fait cette révolution et sont morts pour leur liberté et vont voter pour des islamistes? Bim, c'est Ennahda qui est passé aux élections juste après. Bien évidemment, parce que ça faisait des années que les frères musulmans étaient infiltrés au Maghreb, depuis très très longtemps, depuis les années 80, et notamment en Tunisie, où il y avait des mosquées clandestines, où le salafisme clandestin n'arrêtait pas de travailler en sous-main, etc., depuis de nombreuses années. C'est exactement ce qui se passe en Europe depuis 30 ans. Oui, tout à fait. Jean-Louis Tremblay. Oui, vous avez prononcé un nom qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est évidemment le Qatar. Donc je voudrais qu'on revienne sur le rôle du Qatar. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, Qatar superstar, les jeux du cirque, Panem et Circenses, tout le monde est ravi. On a quand même l'actualité de la corruption au Parlement européen. Alors, donc le jeu commence à être révélé. Ce qui est intéressant, c'est ça. On le sait depuis très longtemps. Cette activité de lobbying est Mais il y a un livre qui est sorti là-dessus, je crois, de vos confrères. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est... Mais tout ça n'empêche pas nos gouvernements de commercer avec le Qatar, et plus que ça d'ailleurs. Et l'Arabie Saoudite. Actuellement. Bon. Alors le rôle du Qatar justement en Libye et ailleurs. Moi, le rôle du Qatar en Libye est présent parce que premièrement, j'ai vu des camions qataris, des camions de logistique. Alors, j'ai pas été voir à l'intérieur ce qu'il y avait. J'ai vu des camions qataris. Le Qatar était présent partout. Le Qatar était à la commande partout, même en Syrie. Le Qatar était aussi derrière. Dès l'instant où on veut installer des États islamiques, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas des États chrétiens, c'est des États islamiques qui veulent prendre le pouvoir dans certaines régions où il y a encore effectivement des gens qu'on appelle dictateurs et effectivement ils tiennent leur pays d'une main de fer. Alors est-ce qu'un dictateur vaut mieux qu'un État islamique ou est-ce qu'un État islamique vaut mieux qu'un dictateur? Ça, j'en sais rien. C'est l'avenir qui nous le dit à chaque fois. Et c'est écrit depuis 1928 ce qui se passe aujourd'hui. C'est écrit depuis 1928 avec la naissance des frères musulmans. Tout est écrit dans leur texte fondateur. Ils veulent instaurer le califat en Occident. En commençant par l'Europe, qui est le ventre mou de l'Occident, l'Europe, entre guillemets, c'est le continent le plus faible de l'Occident. Et l'actualité nous donne raison à chaque fois. Et pour revenir sur le Qatar aujourd'hui est un acteur majeur dans toutes les négociations géopolitiques dans le monde. Alors que le Qatar finance allègrement les groupes terroristes. Moi, je ne comprends pas que le Qatar, qui finance ouvertement le Hamas, par exemple, c'est même pas secret, ça paraît dans la presse à coût de millions de dollars. J'avais lu une fois un article, il venait de faire un chèque de pratiquement 400 millions de dollars au Hamas, qui est un groupe terroriste inscrit sur les listes de terroristes, et on est amis avec un pays qui finance le terrorisme. Ça, je suis peut-être encore naïf à mon âge, mais je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être allié avec ce genre de pays, comme l'Arabie Saoudite, exactement pareil, qui finance allègrement le wahhabisme et le salafisme sur la planète. Il y a deux États aujourd'hui qui sont dangereux, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui n'ont de cesse d'instaurer l'islamisme sur la planète, quoi. Et notamment en Europe, à coup de pétrodollars.
Alors, je voudrais bien qu'on revienne quand même sur la fin. Donc, vous avez commencé à raconter le début de la prise d'otage. Oui. Comment se déroule la fin de cette prise d'otage et surtout les répercussions. Et là, qu'on comprenne bien aussi les réactions ou absence de réaction de l'État français. Et tout ça est lié évidemment au fait que vous soyez parti donc, avec cette société militaire privée. Donc, après, qu'on revienne bien sur ce statut et pourquoi ça dérange particulièrement en France et quels étaient les... Pierre Marziali, avant de partir en Libye, on avait établi plusieurs scénarios, et notamment ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que si Kadhafi était abattu, si Kadhafi tombait, la Libye allait devenir le bout de feu de ce qui s'est passé, de l'explosion au Sahel aujourd'hui, avec le nombre d'armements qui traînaient en Libye et le nombre de tribus, ça allait exploser. Et il avait envoyé cette note d'ambiance. Et cette note d'ambiance, on en avait parlé ensemble à Carcassonne. On avait sur une grande carte, je m'en souviens très bien, et il me dit voilà, le couloir libyen, ce sera un couloir migratoire. Et dans ce couloir migratoire, on aura forcément des gens mal intentionnés là je parle de terrorisme, qui vont s'infiltrer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais sur une autre chaîne à cette période-là, et la question, c'était est-ce que vous pensez que les terroristes vont pouvoir s'infiltrer par les couloirs migratoires ? Je dis évidemment, puisqu'on s'infiltre dans un pays de plusieurs manières, et celui-ci va faire partie de l'infiltration, ou de la Syrie, pareil, de Syrie et Libye. Et là, on m'a dit, on m'a renvoyé dans mes buts en me disant, vous pensez vraiment que ces gens vont faire des kilomètres à pied pour venir commettre des attentats en France ? Eh bien oui. Et donc, pour revenir à ce que vous me disiez, oui, la prise d'otage, ensuite s'est déroulée de façon, comment dirais-je, traditionnelle, c'est-à-dire torture, interrogatoire, simulacre d'exécution. Je pense à Fred, à Eric, à Georges, qui ont subi également. Je pense souvent à Fred parce qu'il m'a décrit une de ces tortures et de simulacres d'exécution, à genoux dans une pièce, torse nu, on lui jetait des seaux d'eau sur le corps et on lui mettait un Browning, Browning c'est un pistolet belge, sur la tempe, et on lui faisait des simulacres d'exécution. Donc voilà comment ça s'est déroulé. On a même vu le représentant de l'État français sur place qui s'appelle Sivan, qui s'appelle toujours Sivan, et qui était un peu dans la merde. Là, je le dis dans le livre, la première de ces... Moi, j'étais content de voir un Français. Je dis, putain, on va sortir ce soir. Ils vont nous libérer, puisque on les aidait. On leur donnait de l'armement, on fournissait des instructeurs, des conseillers, etc., de l'argent. Ils vont nous relâcher. Ils vont dire, bon, on a fait une connerie. C'est la France, oui. Oui, on a fait une connerie. On n'était pas... Bref. Et donc, au contraire, Sivan m'a dit, vous me mettez dans la merde, je suis pas là pour ça, et on verra ce qui va se passer. S'ils commencent, comment dirais-je, leur enquête, leur simulacre d'enquête, vous êtes là pour quelques mois. Donc, j'étais parti pour plusieurs mois là-bas, et finalement, on nous a expulsés, pas libérés, mais expulsés de la Libye, avec les mêmes personnes qui nous avaient enlevés, jusqu'à la frontière égyptienne, jusqu'à ce qu'on nous remette au représentant de l'État français en Égypte, le vice-consul de France. Mais moi, j'étais persuadé qu'ils allaient me tuer, puisque chaque jour, ils me promettaient la mort. Chaque jour, je subissais quelques simulacres d'exécution, parce que j'étais devenu le chef, puisque Pierre était mort. Donc, c'était moi la tête du serpent qu'ils allaient couper à nouveau, quoi. Donc, voilà dans quelles conditions on a été retenus, détenus. Et le plus étrange dans cette histoire, enfin, je ne me pose pas la question tous les jours, mais le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'en rentrant en France, on n'a même pas vu l'ombre d'une casquette ou d'un képi de l'État français pour nous demander ce qui s'était passé, pourquoi, ce qu'on avait entendu sur place, qui étaient ces gens-là, parce qu'ils les connaissaient tous, puisqu'ils ont même été reçus à l'Élysée, donc ils les connaissaient tous, quoi. Oui, mais c'est ça qui est très perturbant. Vous dites d'ailleurs, vous le précisez, que Pierre Marziali était le seul mort de cette révolte. Oui, Français, évidemment. Et qui a eu si peu... Enfin, c'était volontaire, on a voulu couvrir le... Je pense que ça dérangeait, je pense qu'effectivement... Mais qu'est-ce qui dérangeait alors ? Le fait qu'on puisse... Déjà, ce qui dérange globalement en France, c'est les sociétés, ce sont les sociétés de sécurité privée. Ouais, alors Les sociétés militaires privées, c'est pas possible, on en parlait juste un petit peu avant, c'est le diable en personne. Tu as une société militaire privée, tu es un mercenaire, tu es le petit-fils de Bob Denard, tu es assoiffé de sang et tu veux gagner de l'argent, donc t'es le diable en personne. Moi, je sais, tous les jours, on me le dit. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Même si ces sociétés-là peuvent donner de l'information, et des fois, c'est de la bonne information, c'est de l'information juste qui a été vérifiée sur le terrain. Il l'a fait, lui, Pierre Marziali. On l'a fait après pour des otages aussi en Syrie.
on a en face une fin de non-recevoir et surtout ne travaillez pas avec ces privés-là. Ce qui est étonnant, et on va continuer de parler juste après la pause à 9h, c'est qu'à l'inverse, et vous le dites très bien, parce que là, votre client américain derrière... Ah bah, ils ne se gênent pas, les anglo-saxons. Oui. Et le client américain derrière, vous dites que c'était clairement, enfin indirectement, oui, je pense que c'est ça. Il y avait une commande officielle. Oui, c'est officiel. Bah, alors effectivement, je n'ai pas vu de contrat signé de l'État américain ou de la CIA, c'est évident. Sauf que les Américains sous-traitent énormément leur mission. Ils sous-traitent pour ne pas avoir les étiquettes. Oui, et puis non, mais c'est dans les mœurs là-bas. Hein. Je connais pas mal de Français qui sont partis vivre aux États-Unis, d'anciens des forces spéciales françaises notamment, et qui vivent aux États-Unis, qui ont des sociétés aux États-Unis, qui ont des comment dirais-je, des visas de travail, et ils ont des boîtes et ils répondent à des appels d'offres pour le gouvernement américain et parfois ils sont retenus. Et ils travaillent dans ce cadre-là de formation, d'accompagnement, de sécurité à l'étranger pour l'État américain. Et ça gêne personne en fait. Parce que tout est clair en fait. Et en France, la différence c'est qu'on veut tout cacher, on veut tout mettre sous le tapis. On veut le faire sans le faire, on veut le dire sans le dire, mais en revanche, un jour ou l'autre, ça ressort puissance 10 avec tout ce qu'on peut imaginer comme fantasme et interprétation. On va en parler justement. Allez, on continue d'en parler, mais tout de suite les informations avec Corentin Perini. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Pierre Martinet, ancien sous-officier, instructeur parachutiste, ancien agent de service action de la DGSE, et puis membre de cette société, enfin, vous avez participé à cette société de sécurité en Libye, enfin cette action de sécurité en Libye que vous racontez avec cette prise d'otage dans ce livre, Prise en otage, un agent du service action raconte aux éditions Mareuil. Nous sommes toujours avec Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Jean-Louis Tremblay, je vous donne la parole. Oui, je voudrais revenir sur ce concept de SMP, Société Militaire Privée, parce qu'il se trouve que en 2004, j'étais en Irak pour le Figaro Magazine et j'ai réalisé à cette occasion un reportage sur des Français qui travaillaient pour une société britannique qui s'appelait Erinis et qui protégeait les installations pétrolières. Donc on faisait appel à une expertise française. Bien sûr. Mais évidemment, ce sont les anglo-saxons qui le faisaient. Donc, sciemment, et évidemment à Bagdad, on croisait régulièrement des convois anglo-saxons avec des sociétés militaires privées anglo-saxonnes, Blackwater pour les Américains, Erinis pour les Britanniques, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, et les Français ne pouvaient pas travailler sur place pour une société française. Donc, ces gens qui avaient été formés par la France, qui avaient tous 10, 15, 20, 25 ans d'expérience, donc ça avait coûté cher à notre pays tout de même, ne pouvaient pas mettre leur qualification, si vous voulez, au service des intérêts français. En fait, ce que je veux dire, c'est que au nom d'une morale passéiste, la France, une fois de plus, a laissé un gigantesque marché ouvert à la concurrence anglo-saxonne. Parce que je rappelle les chiffres, c'est en 2020 400 milliards de dollars, le marché de la sécurité militaire privée, 400 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois plus que le budget français de la défense. 10 fois plus. Voilà. Alors, oui, mais justement, je voudrais, pour que ce soit clair pour tout le monde, quel est l'intérêt à faire appel à une société militaire privée plutôt qu'à un service de l'armée et puis, vous dites, n'a pas pu servir, Jean-Louis Tremblay, les intérêts de la France, mais est-ce que les sociétés militaires privées, par définition, ne servent pas forcément les intérêts nationaux? Si, parce que, voilà. Si vous voulez, c'est souvent un cache-nez, c'est évident. Alors, expliquez-nous tout ça, Pierre Martinet. En fait, les sociétés militaires privées, en France, pour revenir à cette période-là, où effectivement, on était dans le boom des sociétés militaires privées, je rappelle que pendant la première guerre du Golfe, il y avait, je crois, si je ne me trompe pas, si je me souviens des chiffres, du ratio, il y avait 9 institutionnels pour un privé. Et je crois que ça s'est inversé pour la dernière guerre du Golfe, l'Afghanistan, etc., etc. Pour plusieurs raisons. C'est moins cher de faire appel à une sous-traitance, déjà, parce que c'est ponctuel. Pour des raisons financières, donc c'est moins cher. Et après, les morts des sociétés privées ont moins d'impact sur l'opinion publique que les morts, les boys, ou bien avec des drapeaux français ou américains ou anglais parce qu'un privé, quand il rentre, il n'a pas toutes ces cérémonies religieuses ou d'État. Donc, c'est pour deux. Puis ça permet d'être aussi à certains endroits où on n'est pas forcément légalement, officiellement, on n'est pas censé être. Oui, enfin, on y est toujours, même non officiellement. Ça, faut pas rêver. Même en Irak, à la deuxième guerre d'Irak, il y avait plein de Français qui faisaient la guerre aussi là-bas. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que certes, c'est un très gros marché. Ça pourrait faire du bien, soulager certaines missions des armées. Hein. C'est-à-dire, là, vous parliez de convois. Tous les convois étaient protégés par des militaires, par des sociétés militaires privées. Tout ce qui est soutien aussi, c'est militaires privés, les escortes, les protections de VIP, les gardes mobiles dans des bâtiments ou des ambassades, c'est encore le cas pour les anglo-saxons. Gardes statiques. Les gardes statiques, donc les plantons, tout ça, on peut faire appel à des sociétés militaires privées. Et comme vous le disiez très justement, les sociétés militaires privées emploient d'anciens militaires qui sont restés parfois 20, 15 ou moins ou plus dans l'armée avec un savoir-faire technique, un savoir-être, un savoir-faire qui est exceptionnel. Et c'est pour ça que les anglo-saxons emploient beaucoup de Français parce qu'ils ont une réelle expertise, on est très très bons. Les forces spéciales aujourd'hui françaises sont reconnues dans le monde entier. Hein. Je rentre des États-Unis, je peux vous dire quand je rencontre un militaire là-bas, il me parle du commando Hubert, du premier PIMA, c'est des mecs qui sont vraiment reconnus. Mais nous, en France, c'est pas bien, c'est sale, c'est Bob Denard, on ne fera pas appel à eux. Il y avait également, pour faire un parallèle... Encore aujourd'hui? Ça n'a pas évolué depuis? Mais bien sûr. Ouais, on me traite de mercenaire 2 fois par jour. Donc, voilà. Il y a... Puis je m'en fous, en fait. Hein. Il y a comment dirais-je, il y avait à cette période-là aussi une reconnaissance de piraterie maritime. Il y avait 0 société française sur le marché. Et les Français, pour contrecarrer cette réglementation, on ouvrait d'autres sociétés à l'étranger ou des filiales à Dubaï, en Irlande ou à Djibouti pour certains, et ils pouvaient bosser. C'est uniquement pour bosser. C'est pas, je veux dire, il y a rien de secret derrière. C'est pour protéger des bateaux, protéger des locaux ou bien escorter des convois. Et effectivement, il y a dans ces moments-là, il peut y avoir des actions de combat. Donc, on fait aussi l'amalgame entre aujourd'hui l'amalgame. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ceux qui nous parlent en permanence de ne pas faire d'amalgame entre l'islam et l'islamisme font en permanence des amalgames entre les structures, les sociétés militaires privées françaises ou anglaises et le mercenariat. Donc, si vous voulez, on a la capacité et la possibilité aujourd'hui de faire travailler. C'est des créations d'emplois énormes. Hein. Oui, en plus. C'est des créations d'emplois énormes. C'est des gens qui quittent l'armée française au bout de 20 ans ou de 15 ans. Ils peuvent continuer à travailler, à vivre, parce qu'on n'est pas mort dès qu'on a quitté l'armée après 20 ans. Oui, j'ajouterais, c'est tout autant d'antennes pour l'armée qui continue d'être sur place. Bien sûr que oui. Toutes les sociétés militaires privées sont présentes dans tous les pays africains ou du Moyen-Orient ou ailleurs. Ça emploie des gens. Ça peut être aussi une source d'information inestimable, c'est des sonnettes aussi, c'est de l'information humaine sur le terrain, parce qu'on est au contact de la population en permanence. On peut s'en servir. En France, on a toute cette possibilité-là, mais on ne le fait pas. Oui, Jean-Louis Tremblay. Oui, c'est le grand paradoxe français. Le savoir-faire des armées françaises est internationalement reconnu. Ah oui, tout le monde le lit. En vérité, si ce n'est les moyens, c'est la meilleure armée du monde. Bien sûr. Bien sûr. La première armée du monde, c'est l'armée américaine, mais la meilleure armée, c'est l'armée française. Jusque dans les années 2000, jusqu'à il y a 20 ans, on pouvait faire un parallèle entre armée française et armée anglaise. Oui, elles avaient le même niveau de compétence. Aujourd'hui, les Anglais se sont retirés, c'est fini. Bon, donc c'est la France, et notamment aux États-Unis, vous faites bien de le dire. L'armée française suscite l'admiration. Absolument. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ces SMP sont constitués d'anciens militaires qui ont toujours un sens de l'honneur. C'est pas parce qu'ils sont basculés dans le privé. Donc, il y a l'amour de leur régiment. Exactement. En l'occurrence, pour votre cas, le 3e RPIMA, qui fut le régiment du général Bijard. Il y a l'honneur et patrie sur les drapeaux. Enfin, tout ça, ça ne s'oublie pas. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'on ne quitte jamais vraiment la DGSE. Non, donc, ce sont des antennes de renseignement. Sans payer des agents, si vous voulez, vous avez quand même des informations. Je prends un exemple. Avec une liberté quand même aussi plus importante. Exactement. Je vous prends un exemple précis. L'aéroport international de Mogadiscio, en Somalie. Il est gardé par une société américaine, société militaire privée. Bon, il se trouve que je connais bien les gens qui travaillent pour cette société militaire privée. Il y a 50% de Français. Bon, souvenez-vous de l'affaire Denis Alex. Vous en parlez dans votre livre. Très bien. Ouais. Denis Alex, c'est cet agent de la DGSE qui a été enlevé par les Chebabs en Somalie, donc les islamistes somaliens. Et il y a eu une opération de sauvetage qui a échoué avec plusieurs morts. Bon, très bien raconté d'ailleurs dans votre livre. Bien voilà, mais ces gens qui étaient sur place, évidemment qu'ils pouvaient donner des informations. Bien sûr. Des informations à l'état-major français.
pour aller exfiltrer cet otage. Donc voilà, il y a quand même des avantages. Et puis, alors, je veux dire, la gêne, parce que là, on parle d'un sujet tabou, la société militaire privée, mais pour bien comprendre, c'est que la France a fait voter une loi en 2003, c'est-à-dire juste après l'affaire ivoirienne, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des mercenaires qui avaient aidé le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est Dominique de Villepin, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, qui a fait un gros lobbying auprès des assemblées, et une loi a été votée pour interdire le mercenariat. Mais ce terme de mercenariat, il est très flou, il est très vague, en fait, il n'est pas définissable. Un mercenaire, au sens propre, c'est quelqu'un qui sert une armée étrangère, les armes à la main. Bon, là, ce n'est pas le cas. Parce que bien souvent, ce sont des missions d'assistance ou de sécurité, avec comme vous le dites. Voilà. Alors, il peut y avoir un accident. Ouais. En fait, aujourd'hui, on parle dans ce milieu de contractors. Oui, c'est ça, oui. Et là, c'est un mot anglo-saxon. C'est-à-dire des gens qui ont contrat avec une société privée. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, les gens font souvent référence aux exactions, le terme me fait bondir, aux exactions de Blackwater en Irak. Effectivement, Blackwater a eu beaucoup d'accrochages. Alors, expliquez bien pour les auditeurs, Blackwater, c'est une société militaire privée américaine. C'était une société militaire privée qui a changé 2 fois de nom depuis, mais c'était une très grosse société militaire privée qui avait un contrat exclusif, pas exclusif, mais qui avait un très gros contrat avec l'État américain, avec la défense américaine. Et ils avaient toutes ces missions de protection, d'accompagnement et de protection rapprochée de certaines autorités, certains VIP. Et dans les contrats, dans les missions d'accompagnement de convois, de protection de convois, ils étaient dehors, ils étaient au contact des insurgés, comme ils appelaient. Et forcément, il y a eu des dommages collatéraux, comme on dit. Ben, bien sûr, il y a eu des accrochages, et il y a eu des attaques de convois. Eux, ils ripostaient, et dans les ripostes, celui qui n'a jamais mis les pieds sur un théâtre d'opération peut dire non, on ne peut pas tuer des civils. Mais dès que ça tire de partout. Et effectivement, il y a eu des conneries. Surtout dans une ville arabe où c'est le chaos. C'est le chaos, ouais. À Beyrouth, on a bien vu, ça tirait partout également. Mais on a eu des dommages collatéraux aussi à Beyrouth. Donc effectivement, Blackwater a fait quand même pas mal de conneries. Sauf la différence, c'est qu'ils ont été jugés. Ceux qui ont commis des actes répréhensibles par la loi, volontairement, ont été jugés. Et ils ont fait de la prison. Oui, et j'ajouterais que c'était réciproque. C'est-à-dire que certains contractors de Blackwater se sont fait prendre à des checkpoints ou dans des embuscades. Et souvenez-vous de ces images atroces. On les a brûlés vifs et leurs corps ont été accrochés au-dessus d'un pont à l'entrée de Bagdad. Exactement. Non, mais je voudrais quand même vous poser une question, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à y penser. Quand un État fait appel à une société militaire privée, disons la France, comment sait-elle que cette même société n'a pas contracté avec un autre État, et quel est l'intérêt que cette société va servir en premier? Voyez, mais s'il n'y a pas d'exclusivité, on peut signer avec qui on veut. Enfin, on est totalement indépendant. Si on n'a pas d'exclusivité, après on peut avoir une exclue. Mais parfois non, il y a les gens qui travaillent. Pierre Marziali, par exemple, il avait une éthique quand même si on bossait pour des Américains, il ne serait jamais allé à l'encontre des intérêts français. Et la preuve, c'est qu'il, dès qu'il pouvait, il donnait de l'information à l'État français. Il se faisait fort d'envoyer de l'info à l'Élysée où il connaissait l'ancien... Oui, peut-être pas tout le monde a la même éthique que Pierre Marziali. Oui, mais les anciens militaires, mais les sociétés militaires privées... En général, les sociétés militaires privées sont constituées d'anciens militaires. Les seules sociétés militaires privées qui ne sont pas constituées d'anciens militaires emploient d'anciens militaires. Et après, il y a une certaine... Entre nous, on a une certaine loi, quoi. Enfin, on a une certaine règle. Et moi, je n'irai jamais à l'encontre des intérêts de l'État français. Enfin, je ne pourrais jamais le faire. C'est un milieu, il faut quand même ajouter que c'est un milieu où tout le monde se connaît plus ou moins. Bien sûr. Et donc, où tout le monde est passé par les mêmes régiments, où c'est les premières PIMA, le 13e RDP ou bien autre. sûr. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot de la fin avant que nous concluions sur votre livre « Prise en otage, un agent du service action » raconte Pierre Martinet? Dans ce livre, j'ai fait ce livre 10 ans après, j'ai mis du temps, parce que déjà j'ai quitté la France pendant 5 ans. J'ai fait ce livre pour rendre hommage à Pierre Marziali, qui était quelqu'un de très 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 bien, qui est toujours quelqu'un de très bien pour moi, je parle de lui toujours au présent, pour rendre hommage à mes camarades qui étaient otages avec moi. J'essaye aussi dans ce livre, au-delà de l'histoire, je reviens aussi sur mon parcours à la DGSE, dans l'armée française, au 3e RPIMA, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais j'essaye aussi de faire une ouverture, d'essayer d'alerter la France
sur le danger qui rôde autour de nous depuis 1928, c'est l'islamisme, on en a parlé, et j'essaye de faire une ouverture sur ce que j'aimerais faire après sur un autre livre pour vraiment expliquer comment on peut stopper ce danger islamiste et ce projet islamiste, comment on doit s'attaquer, on doit traquer et détruire l'idéologie qui alimente ce projet, parce qu'on ne le fait pas. Parce qu'on a peur, et parce qu'on a peur des conséquences, qu'on a peur des retombées. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai danger qui court au-delà de... Moi, je ne parle pas d'économie, je parle de ce danger-là qui rôde autour de nous, et qui fait plus que rôder autour de nous. Et on le voit encore aussi avec ces matchs de foot qui débordent sur de la géopolitique. Je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre des vraies mesures pour stopper ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Martinet. Je rappelle le titre de votre livre, Prise en otage, un agent du service Action raconte, aux éditions Mareuil. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.